Ni vu ni connu, ces gens-là, on leur a appliqué, sans les prévenir, sans prévenir les familles, sans avoir de collège médical qui se statue, du Rivotril. Bonjour à tous et bienvenue dans 39.9. Le concept est simple, 15 minutes, un interlocuteur, une thématique, mais surtout son point de vue. Aujourd'hui, cette grande thématique, durant la première vague du coronavirus, a-t-on sciemment autorisé l'euthanasie de nos aînés? Nous sommes ici, au cœur de Paris, dans le 17e arrondissement, au Palais de Justice, où nous avons rendez-vous avec Maître Legvac, qui dépose un référé devant la justice et qui va tenter de répondre avec nous à cette grande question. Bonjour Maître Legvac. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir ici. Nous sommes au Palais de Justice, le nouveau Palais de Justice de Paris du 17e arrondissement. Nous allons parler avec vous de ce référé que vous venez de déposer à la demande de vos clients qui sont des familles de résidents des EHPAD, des professionnels de la santé, des citoyens, mais aussi des associations. Dans ce référé, vous assignez à la fois des hautes institutions de la santé, alors citons notamment la Haute Autorité de la Santé, la HAS, l'ARS de l'Île-de-France qui est l'Agence Régionale de la Santé, ou encore la PHP, mais pas que. Vous ne vous arrêtez pas là, vous assignez également certains EHPAD en représentant les familles des victimes. Et puis, c'est une première en France, des groupes de distribution. On citera ici deux grands groupes, le groupe Carrefour et le groupe Leclerc. Peut-être que c'est l'occasion de rappeler que le référé probatoire que nous avons lancé est un référé pour réunir des preuves, pour réunir des éléments et pour comprendre. Nous ne sommes pas encore dans une phase d'accusation, nous ne visons pas tel ou tel nommément, nous cherchons simplement à réunir des pièces officielles qui existent mais qu'on nous cache pour justement faire la part des choses. L'actuel directeur de la santé, M. Jérôme Salomon, qui était le conseiller officieux du président Macron alors qu'il n'était que candidat pendant la campagne de 2016-2017, avait sonné lui aussi l'alerte en disant « La France n'est pas prête pour faire face à une telle pandémie ». Depuis 2017, M. Salomon, M. Macron sont au pouvoir, ils ont les moyens d'agir et pourtant on a l'impression que rien n'a été fait de manière stratégique et lorsqu'il y a eu le début de la crise en Chine, fin 2019, début 2020, on a attendu. Et quand on écoute Mme Buzyn, dans l'interview qu'elle a donnée au Monde au mois de mars, après avoir pris cette claque municipale, elle indique qu'elle a averti les plus hautes autorités de l'État qu'il fallait faire quelque chose. Et pourtant, entre janvier et fin mars, il va y avoir 1 ou 2 mois perdus. Et c'est là où on peut reprocher un manquement à une obligation de sécurité qui pèse sous nos gouvernants. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, Jérôme Salomon, qui représente aussi cette institution qu'est la santé en France, il est le directeur général de la santé, a complètement changé de cap lorsqu'il a été élu? Et comment est-ce que vous expliquez ce changement de cap, si changement de cap il y a eu? Depuis 2017, une vision extrêmement comptable, j'allais dire malthusienne, de la santé, qui fait que tout compte fait, c'est pas si grave, il faut qu'on fasse des économies à tout prix. Ce à tout prix, c'est en fait malheureusement au détriment de la santé des Français. Je constate en tout cas qu'entre le discours officieux, privé de M. Salomon au candidat Macron et la réalité de la pratique et de la politique mise en place, ce n'est pas un changement de cap, c'est un fossé. Vous expliquez très clairement dans votre référé qu'il y a eu un changement de doctrine, ça on l'a tous vécu. Premièrement, même venant de l'OMS par ailleurs, le masque ne sert à rien sauf quand vous êtes malade, donc ne portez pas de masque sauf si vous êtes malade. On nous dit un peu tout et n'importe quoi sur le port des masques, sur la protection issue des masques, parce qu'en fait on évolue dans le discours en fonction de la réalité et de la possibilité qu'avait le gouvernement de faire face à la demande qui était croissante. Donc en réalité ce que vous voulez dire c'est qu'on nous ment ? Je crois qu'il suffit de regarder un petit peu ce qui s'est passé pour constater que depuis le mois de mars, l'un des grands problèmes auxquels nous avons à faire face, c'est qu'en plus de la Covid, nous avons une série de mensonges, de demi-vérités, d'affabulations, de propagande dans tous les sens. Et malheureusement, ça a un effet délétère pour la démocratie, c'est-à-dire que ça nous fait perdre confiance dans les institutions, mais encore plus grave, dans la science. Aujourd'hui, il est quasiment impossible d'avoir un discours scientifique qui soit serein. Et ça, c'est très grave. Sur quoi est-ce que vous vous basez pour affirmer, en tout cas dans votre référé, que des malades auraient été triés? Nous avons plusieurs séries de témoignages de syndicalistes, de familles dans les EHPAD, de médecins dans les EHPAD, qui nous disent on a été obligé de faire un tri.
Qu'est-ce que c'est le tri par rapport au choix? Un choix médical, c'est le fait qu'un médecin, dans une relation individuelle avec un malade, va chercher le meilleur traitement pour cette personne à un instant T. Ça, c'est le choix médical, et malheureusement, parfois, il ne peut pas soigner le malade, c'est comme ça, on fait avec. Le tri, c'est complètement différent. C'est de dire que pour un certain type de population qui est défini en fonction d'un critère apparemment objectif, l'âge, le fait que c'est une personne en situation de handicap, que sais-je encore, eh bien, on va refuser à ces personnes de les transférer à l'hôpital parce qu'on considère que, par essence, elles ne pourront pas supporter le traitement. Et là, ce n'est pas une décision d'un médecin, c'est une décision politique et qui s'impose dans toute la chaîne de direction. Si le médecin fait ça de manière individuelle, c'est sa responsabilité. Le problème que va rencontrer ce médecin, c'est qu'il va décrocher son téléphone pour appeler le 15, le SAMU, pour dire voilà, j'ai telle personne qui a tel âge, je voudrais la transférer en réanimation à l'hôpital le plus proche. D'accord. Et c'est là que se fait le blocage. Le SAMU dit il a quel âge? 70 ans? Non, on ne le prend pas. Et donc, la personne est bloquée dans l'EHPAD. Mais c'est très grave ça, Maître Legbac. Vous avez aujourd'hui des témoignages qui disent on a appelé. Est-ce que vous avez des soignants, par exemple, qui vous disent aujourd'hui on a appelé et on nous a refusé un accès aux soins pour cette personne parce qu'elle était trop âgée? Vous avez des témoignages publics, officiels, de syndicalistes, de représentants des soignants et des médecins qui, devant l'Assemblée nationale, devant la commission d'enquête qui a eu lieu au mois de juillet, expliquent ce que je viens de vous raconter. Cela est doublé par des témoignages plus précis encore de personnes que nous avons rencontrées et de documents que nous avons réunis qui permettent de confirmer qu'il y a eu des instructions des ARS pour dire attention, à partir d'un certain âge, les personnes ne doivent plus être transférées. En réalité, je vais vous poser cette question très clairement. Est-ce que vous pensez qu'on a refusé l'accès aux soins à des personnes âgées qui auraient pu s'en sortir si on les avait hospitalisées pour favoriser une place pour des personnes plus jeunes? La réponse à cette question est malheureusement oui, et nous avons plusieurs témoignages, soit de familles, soit de personnels soignants, qui le confirment. Maintenant, il faut voir si ce sont des cas individuels et éparpillés sur tout le territoire, ou il s'agit d'une politique concertée, réfléchie, organisée par les pouvoirs publics. Et c'est là que la responsabilité des uns et des autres va jouer. Le 23 mars 2020, il y a ce premier décret qui va être modifié le 28 mars 2020, et je vais le citer, c'est le décret qui s'appelle 2020-293, paru donc, comme je viens de le dire, le 23 mars, qui stipule que la spécialité pharmaceutique Rivotril, sous forme injectable, peut faire l'objet d'une dispensation, et ce, jusqu'au 15 avril 2020. Pourquoi et par qui? Par les pharmacies d'officine en vue de la prise en charge des patients atteints ou susceptibles d'être atteints par le virus SARS-CoV-2, dont l'état clinique le justifie. En réalité, c'est une facilité de prescription qui est justifiée par la volonté, nous dit-on, et je cite encore ce décret, d'améliorer le confort d'un malade en fin de vie hors du cadre hospitalier. Seulement voilà, dans votre référé, vous expliquez ce grand questionnement sur l'utilisation du Rivotril, et là encore le bas blesse, vous parlez dans le référé d'euthanasie compulsive. C'est l'accusation la plus grave de cette procédure. Et là encore, nous sommes prudents, nous avons réuni des éléments, nous avons des preuves. Nous avons par exemple démontré que la consommation de Rivotril a subi un pic qui est très exactement le même pic que la surmortalité que nous évoquions tout à l'heure. Donc il y a une corrélation, ça ne veut pas dire une causalité, entre la surmortalité dans les EHPAD et l'usage du Rivotril. Mais avant de parler du Rivotril, il faut revenir sur deux éléments. On vient de voir que les personnes au-dessus d'un certain âge se voyaient interdire de transfert et d'accès à l'hôpital. Si elles étaient malades, si elles avaient la Covid, elles étaient dans des situations très graves, parce qu'elles n'avaient pas de soins, puisque dans le même temps, le gouvernement refusait qu'on leur prescrive l'azithromycine et l'hydroxychloroquine. Donc, le seul soin, c'était du Doliprane. Et suivant l'état de santé des personnes, ça passait, rarement, ou ça ne passait pas. Et donc, elles se retrouvent dans un état de détresse respiratoire, et comme on ne pouvait pas les soulager, il fallait bien autoriser, en tout cas c'est la théorie du ministère, autoriser les EHPAD et les médecins de ville de prescrire ce fameux Rivotril, qui est un médicament qui normalement est réservé pour traiter une maladie qui n'est pas en lien avec les problèmes respiratoires. Et pour cause, parce que le Rivotril va avoir comme conséquence de vous détendre tellement que vous allez avoir un arrêt respiratoire. Et le vrai problème du Rivotril, c'est qu'il a été choisi parce qu'on était en manque d'un autre médicament, le midazolam, qui avait le même effet, c'est-à-dire que c'est pour préparer la sédation profonde. Les mots ont leur importance. Sédation profonde,
pour le commun des mortels, ça paraît pas trop grave. Mais dans la pratique médicale, sédation profonde, ça veut dire accompagné dans la mort. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est le deuxième point qui est très important, c'est qu'aujourd'hui en France, l'euthanasie active est interdite. La seule chose qui est autorisée, c'est la loi Claes-Leonetti, c'est de prévoir un accompagnement en fin de vie pour éviter l'acharnement thérapeutique. Et là, il y a une procédure qui est très précise, très rigoureuse, qui prévoit d'abord qu'on informe la personne concernée si elle est consciente ou au moins de la famille, et surtout que la décision est prise par un collège de médecins. C'est-à-dire que ça ne peut pas être un seul médecin qui prend cette décision. Ça doit être plusieurs médecins qui se réunissent et qui décident. Or, dans tous les témoignages que nous avons recueillis, on constate que la famille a appris le recours au Rivotril après le décès, et ensuite, que dans les dossiers que nous avons, il n'y a pas eu de réunion de collège, et même parfois, c'est l'infirmière de garde qui paniquait, appelle un médecin en pleine nuit, et dit si c'est comme ça, s'il a de la fièvre, s'il tousse, mettez-les sous Rivotril. Et la situation est malheureusement terrible, c'est qu'au bout de 24-48 heures, la personne âgée mise sous Rivotril vient à décéder. Maître Ledvac, je vais vous poser encore une question très claire. Est-ce que vous pensez qu'on a euthanasié nos aînés? L'accusation n'est pas la même si c'est des cas isolés ou si c'est un cas réfléchi. Le sentiment, mais là ce n'est qu'un sentiment, c'est qu'en effet, on a eu un traitement qui a conduit à la mort de personnes qui n'auraient pas à mourir. Et pourquoi je dis cela? Parce que si vous relisez le décret que vous avez cité, on applique le Rivotril non seulement aux personnes dont on sait qu'elles ont la Covid, encore faut-il avoir les tests, donc déjà c'est un premier problème, mais le décret prévoit aussi de l'appliquer à des personnes qui sont soupçonnées d'avoir la Covid. C'est-à-dire qu'on va appliquer le Rivotril à des personnes dont on ne sait pas, dont on n'est pas certain qu'ils sont atteints par la Covid. Et donc, dans les 10 000 morts dans les EHPAD, il y a peut-être des gens qui avaient des grippes classiques, qui ont quand même fonctionné, qui avaient de la température et des problèmes respiratoires. Et comme c'était un petit peu, si vous me permettez l'expression, le grand désordre général, avec des équipes qui étaient épuisées, des équipements obsolètes, etc., eh bien, ni vu ni connu, ces gens-là, on leur a appliqué, sans les prévenir, sans prévenir les familles, sans avoir de collège médical qui se statue, du Rivotril. J'aimerais citer Olivier Véran qui a rebondi là-dessus, notamment lorsqu'on a pointé les accusations sur l'utilisation du Rivotril. Il a parlé d'accusations, je le cite encore une fois, honteuses. C'était début novembre et on va le citer encore. On ne pouvait plus utiliser les médicaments de confort de fin de vie pour les gens qui allaient mourir. Il y avait deux options. Ou on laissait les gens mourir d'agonie dans les EHPAD, de détresse respiratoire donc, ou on les accompagnait pour les soulager avec un autre médicament qu'est le Rivotril, conforme aux recommandations de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. La Société française d'accompagnement et de soins palliatifs n'est pas le législateur. Il y a une loi qui s'appelle la loi Claes-Leonetti qui prévoit un mécanisme protecteur des personnes qui sont en fin de vie. On peut très bien avoir la liberté de choix de décider de passer de l'autre côté parce qu'on en a marre de souffrir, c'est l'avancée de cette loi, mais il n'est pas question que quelqu'un décide pour vous que l'on va vous tuer. Parce que c'est ça l'enjeu. Donc ce que dit M. Véran est comme toujours à prendre avec des pincettes, puisque c'est parmi les plus gros Pinocchio que nous avons dans ce dossier. Aujourd'hui, nous avons des témoignages qui montrent que la procédure Claes-Leonetti n'a pas été respectée. Et là, il faut qu'on nous explique pourquoi. Et on essaye de garder la tête froide et de mettre les choses en perspective en mettant en parallèle des éléments matériels. Nous avons des notes de l'ARS, nous avons des documents de certains SAMU, nous avons des témoignages divers et variés dans plusieurs établissements, ce qui laisse penser que ce n'est pas simplement un directeur d'EHPAD qui a fait des bêtises, mais que c'est plutôt une direction régionale d'ARS qui a donné des instructions. Mais tout cela, ce ne sont pour le moment que des suppositions. Notre souci, c'est d'enquêter de manière sérieuse et approfondie. Maître Ledvac, le mot de la fin est pour vous. Qu'est-ce que vous attendez de ce référé? J'espérerais que les pouvoirs publics auront l'intelligence de ne pas se battre pour couper les cheveux en quatre et refuser de répondre. Ils s'honoreraient en donnant spontanément les réponses aux questions que nous posons. Ce sont des questions légitimes. Les familles ont perdu des proches, elles sont dans le deuil, elles veulent comprendre, elles veulent savoir. Les citoyens ont l'impression qu'on les manipule, qu'on les promène, ils veulent savoir. Les professionnels ont l'impression d'avoir été oubliés et abandonnés, ils veulent comprendre. Donc, aujourd'hui, sans colère mais avec détermination, nous demandons à tous les responsables de nous donner les informations à vérifier,
puisque ce qu'on veut, nous, c'est exercer notre sens critique sur des documents. Vous l'aurez compris, ce sera maintenant à la justice de trancher. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle édition de 39.9.